Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Vulcan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 23 qui va du 2 au 8 juin. Alors cette semaine, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu une série de tutoriels autour de MuleSoft, une série de tutoriaux un petit peu mise à jour depuis la dernière fois que j'ai parlé d'une autre série de tutoriels. Alors je trouve que le flow dans ces vidéos est très sympa pour apprendre la façon dont MuleSoft fonctionne, comment l'utiliser. Alors MuleSoft, c'est une sorte d'ETL, ESB, API Manager. Ça a l'air assez complet, ça a l'air plus technique de prime abord que Talend, qui est un des autres outils que j'ai plus l'habitude d'utiliser. J'ai hâte de voir vraiment les possibilités de l'outil en production pour voir ce que ça fait. Après, la personne qui fait les vidéos parle aussi de l'apprentissage, de l'art d'apprendre à apprendre, ce qui m'a amené à revoir aussi pas mal mes notes sur le sujet, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, d'où les notes que vous allez voir et que je vais vous partager ensuite. J'ai vu Indiana Jones et le cadran de la destinée, alors je suis plutôt déçu par le film. Il y a beaucoup de fanservice, ce qui devient un peu lourd au long du film. On a l'impression que les 2 tiers du film en plus, c'est des courses-poursuites. Il y a 3 énormes courses-poursuites qui prennent pratiquement tout le film. Et je trouve personnellement que la fin a été bâclée, donc c'était un peu moyen comme visionnage. Et la dernière chose que j'ai vue cette semaine, c'est une petite vidéo YouTube. J'ai codé une extension Chrome pour voir si ça rapporte. Alors c'est plutôt marrant comme petite vidéo. On voit un peu la façon dont on peut faire des extensions sur navigateur. Après, c'est pas fou non plus. C'était divertissant. J'ai bien aimé les idées qui sont mises dans l'extension, notamment le fait d'enlever les liens sponsorisés. Je pense que c'est un truc qui est plutôt intéressant. Cette semaine, j'ai lu Those Skill Systems Make Character Too Similar. Donc c'est un article en fait autour du jeu de rôle, une note que j'ai trouvée très intéressante sur les systèmes de jeu sans classe et comment réussir à faire en sorte que les personnages soient différents malgré la possibilité qu'ils ont de pousser à fond toutes les mêmes compétences en fait, d'être tous ultra doués en fouille, ultra doués en baston, etc. Alors moi j'ai bien aimé ce qu'il a proposé avec notamment des compétences obtenables que via des organisations spécifiques ou des tuteurs ou des compétences, des habiletés qui vont se débloquer avec certaines conditions. Il va aussi mettre en place des limitations dans l'univers, c'est-à-dire que par exemple tout le monde ne peut pas être magicien. Et il a aussi parlé de créer ses propres habilités, ses propres compétences qui vont être justement personnalisées en se basant sur l'histoire, sur le background du personnage. Au final, moi tout ça, ça m'a fait beaucoup penser au système de métier qu'on retrouvait dans Warhammer, la V1 et la V2, et que j'aime beaucoup pour faire évoluer son personnage. J'ai continué la lecture des Guerriers du Silence, j'arrive au tome 3, donc j'ai fini le tome 2. Je trouve que cette science-fiction est vraiment empreinte de poésie, un peu comme ce qu'on retrouve aussi dans Heyerdahl. Faut croire que la SF française se doit d'être poétique et de lutter contre l'oppression. En tout cas, j'ai trouvé ça très agréable à lire. Je continue, je vais bientôt finir le tome 3 du coup. J'ai lu aussi l'article du 1er avril du Gorafi, alors oui je sais c'est un petit peu tard, qui s'appelle Poisson artificiel. C'est le seul article sérieux du Gorafi, il faut le savoir, le 1er avril, et là on parle d'IA et de fascisme. J'aime beaucoup notamment la phrase qui était donnée, qui est que le fascisme commence quand on arrête de penser par soi-même. De là à se demander pourquoi les big tech libertariennes sont à fond sur l'IA, il n'y a qu'un pas. J'ai lu un petit article qui s'appelle Putain HTML suffit. Alors j'ai beaucoup aimé le texte, qui est parsemé d'exemples de ce qu'on oublie parfois de faire juste avec de l'HTML. Ça me conforte beaucoup dans l'idée de fournir un site statique pour du microblogging ou du blogging. C'est quelque chose que j'essaie de faire avec mon jardin numérique. Je cherche d'ailleurs une solution qui pourrait faire blog, newsletter, flux de podcast, un peu une solution alternative à Substack, parce que je suis pas fan sur la façon de faire et la façon de modération de Substack, mais il faut que je creuse encore. Je vais peut-être essayer de revenir à Ghost, qui était pas mal du tout. Dans l'idée, j'aimerais pouvoir publier directement mes articles et textes depuis Obsidian. Pour en revenir à l'article, alors vous allez voir, la personne qui l'écrit est particulièrement énervée, mais c'est assez drôle au niveau du ton. J'ai lu aussi un autre article quand les DNS sont manipulés, la transparence trinque. Alors le DNS c'est quoi? C'est Dynamic Name Server, c'est ce qui va en fait traduire les IP en nom de domaine. Par exemple, quand vous tapez www.google.com, ça va traduire en fait sur l'adresse du serveur Google qui va être mis à disposition. Et en fait, de plus en plus, on arrive sur des blocages DNS qui peuvent être problématiques, surtout si on ne sait pas pourquoi le site est bloqué. Alors, on voit qu'il y a plusieurs providers, en fait, fournisseurs de DNS, dont Cloudflare, qui sont dans l'article, et Cloudflare me paraît avoir choisi une bonne option, c'est-à-dire un blocage via 451 qui dit voilà, ce site a été bloqué pour des raisons légales, par exemple pour un site pirate ou autre, ce qui me semble être une des bonne raison de bloquer en fait quelque part, ou des bonnes choses à faire pour prévenir les gens qu'ils essaient d'accéder à un site qui normalement a été bloqué par la législation de leur pays. Je peux comprendre du coup aussi OpenDNS qui refuse d'appliquer carrément les blocages au cas par cas et qui préfère partir du pays en question, sachant qu'en plus la proportion des sites pirates à avoir des sites miroirs ou des hébergements multiples va demander énormément de boulot si on doit bloquer un par un tous les noms de domaine. Ce que je comprends pas par contre, c'est Google avec son silence radio qui applique la loi
voit, mais que la partie blocage et non pas la partie qui, normalement, oblige le provider à dire à l'internaute pourquoi ce site a été bloqué. Cette semaine, sinon, j'ai écouté un épisode du Psy du travail que j'ai beaucoup aimé, Annabelle, adapter le travail à l'homme et à la femme. C'est pour moi un excellent épisode. On y parle du fait que le monde du travail est adapté aux hommes et non pas aux femmes à travers l'ergonomie, les rythmes, les infrastructures. Personnellement, moi, ça m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses et sur la charge et la toxicité que peuvent représenter un environnement de travail pour les femmes. J'ai écouté l'épisode de Tech Café des data centers qui captent le CO2. Alors, la partie US sur la tech est assez incroyable. Les demandes de Trump sont complètement hors sol, notamment avec l'usine Apple. Ça n'annonce rien de bon pour la suite. Et donc, les autres épisodes m'ont donné raison. Surtout si, comme GPP le dit, la note donnée aux USA se dégrade et que la dette se creuse. Parce que là, du coup, on va arriver dans une spirale infernale de dette qui va se creuser et où on va être en récession sur les US. Pour la partie data center qui capte le CO2, même si actuellement ça peut paraître peu, c'est un début et c'est toujours bon de voir qu'il y a des choses très théoriques, très confinées à des recherches en fait et des laboratoires qui arrivent à trouver la voie pour de la production, de la mise en application grandeur nature. Et je pense que c'est là où il faut se réjouir. J'ai écouté aussi l'épisode de Tech Café sur Elon Musk qui annonce Mars pour 2026. Je vous résume, les GAFAM qui jouent au chat et à la souris avec le loi, les Brésiliens qui peuvent vendre des données personnelles et la législation des plateformes. Donc vous allez voir, l'épisode est plutôt complet. Et l'autre épisode que j'ai écouté, c'est Google Mailflow avec VO3. Donc là, on a toutes les annonces de la Google I.O., l'intelligence artificielle, VO3, la création audio-vidéo, Gemini, TPC, même dans les voitures, enfin partout, même de la pub dans les voitures, vous allez voir, c'est assez incroyable. J'ai écouté l'épisode de Data on décrypte 4 tendances Gen AI avec Marc Sanselme. Alors j'ai trouvé l'épisode assez sympa autour de l'IA. On voit quand même peu les cas d'usage en production et en entreprise. C'est un peu ça que je reprocherais. Ça reste très théorique, très généraliste et c'est vraiment un survol du sujet. J'ai écouté le podcast Chercheurs d'habitude, CDF5, l'organisation des fichiers de documents et alors j'ai été assez déçu de cet épisode de podcast. Je vais vous donner le résumé que moi j'en ai tiré, c'est s'organiser c'est bien, sur un ordinateur utiliser la recherche et si vous voulez apprendre à utiliser Flow Launcher, vous pouvez acheter ma formation. Donc effectivement, c'était pas du tout ce que je recherchais. Je recherchais une réflexion autour de l'organisation, comment organiser ces dossiers, etc. C'était pas du tout pour moi. Cette semaine, sinon, du coup, j'ai travaillé sur des petites notes et autres sur la mémoire, l'apprentissage, les mécanismes. Donc, j'ai revu et j'ai remis à jour un peu mes notes autour de ça. Je les ai postées sur mon Digital Garden si vous voulez y aller, sur la façon dont la mémoire fonctionne, les deux types de mémoire, comment elles communiquent entre elles, quels sont les différents tips qui ont été appuyés par des études pour mieux apprendre comment faire avec notamment la boîte de Leitner, SpeakLive M5, etc., etc. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui sont intéressantes et que j'ai pris en note. Donc si vous voulez aller voir, c'est plutôt sympa. Ça permet aussi de se demander comment on peut faire pour essayer d'apprendre un sujet et de le maîtriser. Sinon, sur quoi j'ai travaillé, je me suis rendu compte que j'utilisais pas du tout le workflow que j'avais créé avec N8N sur le résumé par IA des newsletters. Donc, je l'ai complètement viré et j'ai gardé juste un workflow qui va me taguer en fait mes newsletters avec un petit labelé newsletter pour que je le vois mieux sur ma boîte de réception. J'ai galéré à installer Wallabag sur mon NAS Synology. J'ai toujours pas réussi. Aucune image Docker ne marche from scratch. Personnellement, j'utilise Raindrop, mais je voulais voir ce que donnaient les dernières versions de Wallabag. J'essaierai plus tard, voilà. J'ai essayé de dégoogliser mon usage d'internet, mais je me suis rendu compte que le système Android est vraiment très 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 lié à Google. C'est difficile de désactiver les services, il y a plein de trucs qui du coup se retrouvent tombés en carafe. Donc c'est très difficile en fait de sortir de Google quand on est sur Android sans avoir bien prévu, anticipé tous les changements à faire. Donc il y a pas mal de choses à réfléchir de mon côté pour aller plus loin. Et le dernier truc que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit workflow que j'ai partagé aussi, qui est en fait un workflow qui permet de prendre tous les favoris, les bookmarks Mastodon, et de les envoyer directement en Raindrop. En fait, je me suis rendu compte que le flux que j'avais fait, donc j'utilisais un petit logiciel qui avait été mis en place sur le web, qui permettait de transformer les favoris Mastodon en flux RSS, puis ensuite IFTTT pour prendre ce flux RSS et l'envoyer à Raindrop, et il y a eu un problème, les certificats SSL qui étaient plus à jour, etc. Donc ça ne marchait plus, et donc plutôt que d'essayer de voir à réinstaller ce logiciel en interne sur du Docker, etc., moi, je me suis dit, j'avais N8N, je pouvais faire mon appel Mastodon, et donc j'ai fait mon petit flow. Donc je voulais partager, il est disponible sur mon GitHub, et notamment sur mon GitHub, j'ai aussi mis les différentes images de Docker Compose que j'utilise sur mon Synology avec ce que j'ai installé, donc pour le moment N8N et Wolverden. Vous allez voir, c'est assez simple. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai testé Zen Browser, alors je sais pas trop quoi penser de ce navigateur qui est un fork de Firefox et qui a dans l'idée d'être focus sur la page qu'on lit.
C'est assez déroutant en termes d'ergonomie, ça change énormément de mes habitudes, il faudrait que je lui donne plus de chance, mais pour le moment, ça m'a un peu refroidi. Et voilà, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que vous allez trouver des choses qui vont vous intéresser, qui vont vous accompagner le reste de la semaine. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!